Nous en arrivons à Catherine Cocchiot, professeure de littérature comparée à l'Université de Paris Diderot, qui va nous parler de deux livres. Le premier est intitulé « Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire », paru en 2015, et « La littérature en suspens, écriture de la Shoah, le témoignage, les œuvres », paru également en 2015. Catherine Cocchiot, vous avez la parole. Merci. On m'entend bien là ? Alors merci, d'abord un grand merci plein de reconnaissance à Antoine Compagnon pour m'avoir invité à participer à cette journée qui est très passionnante. En effet, je suis très contente moi aussi de trouver Hélène. On s'est déjà retrouvés à plusieurs reprises à parler ensemble de transmission, catharsis, de partage transitionnel, de doudou et d'air de jeu. À vrai dire, la notion de jeu m'importe aussi beaucoup. J'aurai peut-être le temps d'en dire un petit mot. Elle avait été au centre d'un autre livre que j'avais publié avec Aurélia Kaliski en 2007 qui s'appelait « L'enfant et le génocide, témoignage sur l'enfance pendant la Shoah », qui était une sorte d'enquête sur les ressources spécifiques des enfants et où la capacité de résister et d'assimiler la réalité par le jeu avait une importance centrale. Je crois qu'on partage aussi une espèce de pente anthropologique dans nos travaux sur tous ces objets et d'inquiétude aussi pour la transmission liée à un questionnement sur nos pratiques de l'enseignement. Ce qui fait que j'avais invité non seulement dans mon séminaire Écrire et penser avec l'histoire à l'échelle du monde à Paris 16, je l'avais invité non seulement à présenter ses livres, mais je l'avais invité aussi à une journée que j'avais organisée en 2016 qui s'appelait, à Paris Diderot aussi, « Après les attentats », c'était janvier 2016, un an après. « Après les attentats, quelle autorité, quel enseignement, quelle transmission ?» Et c'était une journée qui essayait de provoquer un échange entre les chercheurs de l'université, pour aller vite, et les enseignants du secondaire, puisqu'il me semble qu'il y a un problème aussi peut-être d'isolement, enfin de cloisonnement plutôt, entre ces deux univers. Alors, je vais donc parler de témoignages, critique de la mémoire et critique des œuvres. C'est important ce sous-titre pour moi, parce que le même mot de critique recouvre deux pratiques bien différentes et pas seulement deux objets distincts, la mémoire et œuvre. La première critique est une critique de la culture. Elle hérite pour partie de la culture critique allemande et de la théorie critique, plutôt adornienne. C'est une critique qui s'interroge sur la dimension sociale, idéologique et politique des phénomènes culturels, et plus précisément sur leur caractère libérateur ou assujettissant. Et ces phénomènes culturels, en l'occurrence, pour moi, dans le premier livre, « Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire », c'est la culture de la mémoire, ce que j'appelle la culture de la mémoire, ou encore la mémoire comme culture, la mémoire comme mythe social, grand mythe social contemporain, même si elle n'est évidemment pas que cela, et dont j'interroge la teneur utopique. Alors, je dirais pourquoi utopique, dans quel sens utopique tout à l'heure. La deuxième critique, celle des œuvres, est toute différente. Elle relève, elle, de la philologie, de la poétique et de l'herméneutique, bref, des modes de lecture savante des textes littéraires que nous avons reçus en héritage. Sauf que ces œuvres, ici, relèvent de témoignages, d'une manière ou d'une autre, témoignages d'événements historiques et des événements d'une nature très particulière où quelque chose s'est joué comme une désappartenance à l'humanité, et ce qui pose à ces disciplines critiques des problèmes nouveaux liés à l'élargissement du champ littéraire et du champ de l'interrogation sur la littérature, à la problématisation du champ littéraire par ces littératures, du fait de tensions nées de la contradiction entre l'engagement à dire le vrai et à respecter la mémoire des morts, et la liberté du faire œuvre et de créer une forme souveraine sans laquelle il n'y a pas de littérature, à mon avis, et pas non plus donc de plaisir ni de jeu. Et c'est là aussi que le jeu doit forcément intervenir, même en matière de témoignage historique de la plus grande gravité.
Donc les rapports entre l'esthétique et l'éthique qui se posent toujours de manière assez compliquée dans la littérature, ou qui peuvent toujours se poser, se modifient. Et on est obligé de composer dans le travail critique avec la relation que la littérature entretient avec ses dehors. Et les dehors, c'est à la fois bien sûr l'histoire politique, mais aussi le droit, la religion aussi, puisque l'acte de témoigner met en jeu ces différentes activités humaines-là. Alors, ça suppose donc de travailler dans ce champ, d'articuler, bien sûr, avec une certaine précision, ou d'essayer de le faire, l'histoire littéraire, l'histoire politique, l'histoire culturelle, et aussi d'être assez précis, ou le plus précis possible, sur la question, le rapport entre l'historicité spécifique des œuvres et l'historicité aussi du temps critique. Alors j'ai été aidée dans ce travail par la lecture, en particulier dans les années 90, la lecture d'Henri Méchenique, par son anthropologie, ce qu'il appelle son anthropologie historique du langage, sa théorie de l'énonciation et du rythme. Ça m'a aidé à clarifier certaines choses, mais davantage encore dans les années 2000 et maintenant peut-être encore plus, par la philologie réflexive, comme il dit, ou l'herméneutique critique de Jean Bollack, son approche sémantique des textes, son parti pris d'historicisation radicale qui m'ont aidé à réfléchir ma pratique effective de la lecture des textes, qui s'inscrivait institutionnellement et qui s'inscrit toujours dans la littérature comparée, qui est, comme on sait, un grand protoplasme, mais qui est aussi une ère précieuse d'expérimentation en matière de construction d'objets, de méthodes interdisciplinaires. La littérature comparée, pour moi, elle va du côté d'un héritage très fort de Auerbach, dont, à mon avis, Emily Apter, pour reprendre les débats esquissés tout à l'heure, est l'héritière. Je me place plutôt du côté Apter que du côté d'Amroche en matière de philologie mondiale, puisque c'est le terme qu'elle reprend à Auerbach. Alors, cette critique des œuvres, je l'ai pratiquée donc dans l'autre livre, en effet. Alors, moi, je n'ai pas de PowerPoint, mais je vais quand même me faire un peu de publicité, voilà. Voilà, ça c'est le premier, c'est Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire. Et ça, c'est la littérature en suspens, donc ce gros livre qui s'appelle en sous-titre Écriture de la Shoah, le témoignage et les œuvres. Donc il y a une réflexion théorique sur le témoignage, mais surtout une série d'immersions dans des œuvres. Alors, quelles œuvres? Je le montre aussi parce qu'il est beaucoup plus gros, il m'a pris beaucoup plus de temps que celui-là, qui était en partie un livre, enfin, pas seulement, c'est aussi une réflexion de philosophie et d'anthropologie en même temps que de critique, mais disons que c'est aussi un peu un livre d'humeur. Enfin, je vais en reparler peut-être. Alors, quelles œuvres ici, le témoignage et les œuvres? C'était donc la Shoah, mais aussi les camps nazis. Et il y avait 3 déportés politiques, David Rousset, Jean Quérol et Charlotte Delbo, 3 rescapés juifs, l'un autrichien, l'autre hongrois et le dernier polonais, Jean Améry, Imre Kertész et Piotr Rawicz, que j'évoquais en tant que caractère destructeur, en reprenant cette formule de Walter Benjamin, en interrogeant leur rapport au legs de la modernité, et plus précisément, alors chacun de manière différente, je n'ai pas le temps de préciser, et plus précisément leur rapport à chacun au nihilisme. Ce qui, pour moi, était très important, parce que j'avais travaillé précédemment sur la question du nihilisme moderniste, et la manière dont ces auteurs-là, qui avaient vécu véritablement le pire, et sans avoir précédemment pensé dans le pire ou pour le pire, il était pour moi essentiel de comprendre comment ils pouvaient s'affronter à ce legs nihiliste, ou pessimiste, disons, ces legs de la modernité nihiliste. Et puis, dans une 3e partie, j'évoquais ce que j'appelle des poétiques de l'enfance, à travers un contrepoint et un parallèle en même temps entre Aaron Appelfeld et George Arthur Goldschmidt, en essayant de comprendre comment, à la faveur d'un changement de langue, l'un et l'autre avaient construit à la fois un mythe linguistique d'une extraordinaire poésie, d'une extraordinaire puissance, et des écritures de l'enfance avec des poétiques très particulières. Goldschmidt, je le relis en ce moment, j'ai co-organisé il y a 2 jours en fait un colloque qui lui était consacré, où nous avions la chance de l'avoir présent.
et c'est une personnalité tout à fait volcanique et très enfantine aussi d'ailleurs, qui joue beaucoup tout en évoquant cette enfance absolument tout à fait placée sous le signe du pire. Donc ce qui m'intéressait dans ses œuvres, c'est de chercher ce que Bollack appelle l'idiome souverain, l'idiome poétique, le pays autonome de l'œuvre, comme il le dit, hein, qui justement parce qu'elle est autonome, a d'emblée un caractère politique sans viser à produire un discours politique. Et saisir l'idiome poétique, l'idiome souverain, la séparation, la manière dont une œuvre se sépare, s'isole hein, par son idiome, ça suppose de comprendre comment elle s'approprie un canon formel, comment elle le détourne, comment parfois elle le renverse, et comment ces jeux-là hein, mettent en suspens la littérature. Le titre « La littérature en suspens », je le tirais d'une formule d'Imre Kertész, qui est un écrivain qui a beaucoup d'importance pour moi et qui en a aussi dans ce livre, et qui dit dans son discours du Nobel, il faut savoir que dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. Et donc tout le livre est une espèce de réflexion sur ce « dans un certain sens », quel sens exactement, et ceci pour des corpus très différents, c'est-à-dire qu'avant ces immersions dans cette série d'œuvres, je fais une première partie très longue qui s'appelle « Théorie et paradigme », qui me fait faire au fond à la fois une typologie mais surtout une cartographie sur l'ensemble de l'Europe et des États-Unis et aussi un travail de périodisation des modèles théoriques, des discours théoriques, axiologiques, souvent prescriptifs en particulier au départ, hein, dans l'après-guerre, dans des aires régionales différentes. Hein. Je fais des focus en particulier sur ce qui s'est passé en Allemagne, sur ce qui s'est passé en France, sur ce qui s'est passé aux États-Unis du point de vue donc de ces formulations théoriciennes. Et puis je fais émerger d'autres corpus et d'autres modèles d'intellection, d'autres paradigmes avec ces autres corpus, qui me semblent ces corpus souvent minorisés, marginalisés ou étudiés de manière séparée, c'est-à-dire l'énorme continent de la Urban Literatur écrite en yiddish, hein, donc, qui hérite du judaïsme polonais, y compris religieuse, mais qui instaure avec lui des relations tout à fait tourmentées. Hein, et puis la littérature des ravins en URSS, hein, qui subit une interdiction très plombante pendant plusieurs décennies dès la fin des années 1940. Hein. Donc, évidemment, selon ses expériences politiques, selon ses horizons culturels, les paradigmes, les théories, les modèles d'intelligibilité, les manières d'user du témoignage et de penser le témoignage sont absolument différentes. Et pour moi, ce qui était important dans ce livre, c'était d'essayer de mettre en relation des travaux, c'est pour ça que ça m'a demandé beaucoup de temps, des travaux qui sont complètement cloisonnés, complètement sporadiques, souvent très spécialisés sur un auteur ou sur un type de littérature, mais qu'on n'essayait pas suffisamment pour moi d'articuler. Voilà, donc alors l'ensemble, en fait, hein, c'était une espèce de réflexion sur, au fond, comment l'expérience de la rupture anthropologique qu'est la déshumanisation dans le camp ou le génocide, comment, puisque je parle de rupture anthropologique, je pense que c'est vraiment de ça qu'il est question, c'est-à-dire qu'on décide qu'une telle partie de l'humanité ne fait plus partie de l'humanité, c'est la désappartenance. Hein. Comment l'expérience de cette rupture a-t-elle fait écrire, penser, espérer en même temps que désespérer, dans quelle force les écrivains, les auteurs, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours des écrivains ou qui le sont devenus après, ont-ils puisé, hein, les forces du langage, évidemment, les forces des formes, du jeu avec les formes, les forces du rythme, et d'autres forces encore qui sont évidemment liées à l'injonction, hein, à la nécessité de témoigner par fidélité aux morts. Et donc c'est cette relation entre le serment de fidélité aux morts et cette dimension de sacralité et la dimension absolument nécessaire de la liberté du jeu, relation forcément complexe, hein, qui m'a intéressée. Alors ces deux livres donc, ont paru la même année 2015, ils illustrent en quelque sorte ces deux versants de la critique, hein, critique de la culture, critique des œuvres, même s'il y a un peu des deux dans chacun.
Mais quand même, la critique n'a pas la même source ni le même but dans un cas et dans l'autre, hein, et d'ailleurs les livres ont une tonalité, un rythme très différent. Et si je parle de cette paire, c'est à cause de leur interdépendance plutôt que complémentarité, puisque l'un était destiné à ne pas se tromper sur l'autre, tromper moi-même, mais aussi tromper le lecteur. Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire était un livre où j'essayais de comprendre ce que je faisais, comprendre ce que j'avais fait et comprendre ce que je voulais faire, et comprendre ce que ne devait pas, ce à quoi ne devait pas prêter ce livre qui portait sur les écritures de la Shoah. C'est-à-dire qu'il ne devait pas faire le jeu de cette culture de la mémoire ultra contemporaine qui m'inspirait un malaise croissant hein, depuis les années 2010 surtout. Alors j'avais placé déjà des antidotes hein, dans la littérature en suspens, mais le mal de vérité explicite les tenants et les aboutissants de tout cela et essaye de dérouler une pelote à partir de plusieurs fils à la fois. Donc voilà, ma critique de la culture de la mémoire devait protéger mon travail critique sur les œuvres testimoniales issues de la catastrophe nazie. Je précise que j'ai consacré d'autres travaux à d'autres corpus issus d'autres catastrophes, en particulier au corpus arménien, sur lequel je travaille, mais évidemment en traduction, et sur le corpus rwandais. Et ces corpus réapparaissent dans ce livre-ci, mais de manière beaucoup plus ponctuelle et selon les axes théoriques que je me donne. Alors donc ce livre, Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, c'est un livre inquiet, tendu, parce que j'y ai travaillé en partie contre moi, en m'obligeant à diviser ma pratique critique, c'est-à-dire à m'obliger à tracer un seuil critique à l'intérieur de cette culture de la mémoire, à l'endroit crucial des usages du témoignage. Donc c'est là, précisément, que j'essaye de tracer ce seuil critique. Dans Le mal de vérité, j'analyse, donc je reviens un peu sur le contenu général du livre, j'analyse certains déraillages de ce que j'appelle notre culture de la mémoire, qui n'est pas la mémoire collective qu'avait pensé Halbwachs, les cadres sociaux de la mémoire, qui n'est pas non plus la mémoire culturelle dont Jan Assmann en Allemagne a fait l'anthropologie, mais la transformation de ce qu'on appelle souvent barbarie, ou de ce que Cartès appelle la grande ombre du malheureux XXe siècle, celui des totalitarismes, la transformation de cela en paysage culturel institué, en injonction morale et politique, en signalétique culturelle, en commerce, en publicité, en tourisme et en kitsch. Donc mon propos, c'est pas de critiquer les abus de mémoire, ça on l'a déjà fait, Todorov par exemple l'a déjà fait, c'est pas non plus, et ça ne sert à rien de toute évidence de critiquer les abus de mémoire, c'est pas non plus d'analyser les conflits de mémoire, ça les études mémorielles le font, même si j'ai travaillé à cela pendant un certain temps, et une partie de mon travail présent se documente sur ces questions-là, bien sûr. Mais ce qui m'intéressait dans ce livre, Le mal de vérité, c'était plutôt la perte du sens du mot mémoire, qui est donc devenu un grand contenant, flasque, qui rassemble des phénomènes très hétéroclites, parfois complètement contradictoires, une somme de tourments privés, des débats publics, un langage et des opérations politiques, et aussi un vaste continent littéraire, la littérature de témoignage. Mon questionnement porte sur le caractère socialement régulateur de cette culture mémorielle, centrée sur le témoignage, ou qui fait usage du témoignage, là où la littérature des survivants, justement celle que j'étudiais là, dans la littérature en suspens, et je le voyais constamment dans le détail des textes, là où cette littérature des survivants ou des témoins, puisque certains n'ont pas survécu, impose, elle, une radicale intranquillité en matière de culture, de patrimoine et d'héritage, une méfiance volontiers ironique et iconoclaste à l'égard des formes sociales et politiques de la mémoire, à commencer par les commémorations, je pense à des textes de Cartès, mais aussi de Ruth Kluger, qui sont explicitement et souvent de manière assez virulente dressés contre ce qui se passe, de kitsch précisément. Ce sont des penseurs du kitsch, ce sont les nouveaux penseurs du kitsch. Il y a eu Hermann Broch à une certaine époque, et pour moi ce sont ceux-là qui réfléchissent aujourd'hui sur le kitsch, ou qui nous aident à le faire.
Aussi, dans la littérature de survivants, on trouve aussi une étrangéisation, et cette notion, je l'emprunte à Shklovsky, mais je ne suis pas la seule à travailler sur ce type-là de littérature à l'aide de cette notion d'étrangéisation, une étrangéisation généralisée des codes et des règles de la littérature. Et chez les écrivains les plus importants, les plus intéressants à mon avis, une étrangéisation parfaitement réfléchie, consciente et joueuse, justement, joueuse de ces codes. Or, notre culture mémorielle, au contraire, se monumentalise. Elle vire à une espèce de religion de la transmission avec des codes, des rites sociaux, et au cœur d'un certain catéchisme, un langage qui serait le témoignage. Et il me semble qu'il y a une espèce de surchauffe culturelle autour de cette notion de témoignage qui est investie dans divers domaines à la fois, pédagogiques, politiques, et qui est très présent dans le discours médiatique. Le témoin est sacralisé, mais en fait, cette figure sacralisée, parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de sacraliser, mais cette figure sacralisée ici prend en otage le survivant, très souvent, y compris et surtout lorsque des auteurs de fiction qui ne sont eux-mêmes pas survivants, qu'ils soient héritiers ou pas au plan familial, sont censés disent qu'ils prennent leur relais. Alors cette histoire de relais me gêne, le relais du survivant, c'est le fameux mantra entêtant du passage de témoin, du témoin de témoin, qui occupe depuis les années 2000 la place un peu qu'occupait le devoir de mémoire dans les années 90. Après le catéchisme du devoir et l'injonction mémoriale, on nous sert la promesse apostolique du témoignage. Et tout ça pose des problèmes différents. D'abord, le coup de force du relais de ceux qui disparaissent, la dilution du sens des mots témoins et témoignages, et une espèce de christianisation plus ou moins consciente qu'implique cette vision apostolique de la transmission avec cette opération magique selon laquelle il suffirait d'être le destinataire ou le lecteur d'un témoignage pour devenir un témoin à son tour. Et dans beaucoup de textes critiques et médiatiques, j'ai trouvé ça. C'est vraiment pas du tout une exagération de ma part. Ça va très vite, en fait, pouvoir dire ça. Or, tout cela, je pense, devrait être questionné justement par la critique. Or, une partie de la critique littéraire suit ou accompagne ce phénomène, souvent en citant soit Ricoeur, soit Derrida, soit Shoshana Fellman, dont d'ailleurs, en effet, les discours ont pour partie contribué à ce phénomène, évidemment indirectement, involontairement, mais en sublimant le témoignage par l'inspiration de leur théorisation, en le moralisant, en l'esthétisant, aussi chez Shoshana Fellman en particulier. Je reviens donc aussi dans Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire sur ces constructions théoriques en observant leur altération et parfois leur kitschisation, je dirais. J'essaye de comprendre l'institution publique d'un concept modélisé, le témoignage, à partir d'un certain corpus issu pour l'essentiel de la Première Guerre mondiale et surtout de la Seconde et des camps nazis. Alors cet effort d'historicisation, c'est pas moi qui l'ai fait le premier. En France, c'est Jean-Louis Janel qui, par un article fameux pour une histoire du genre testimonial, a le premier posé les questions qui, non pas qui fâchent, mais qui troublent, c'est-à-dire comment faire l'histoire de ce genre testimonial. À mon avis, d'ailleurs, on ne peut pas parler de genre testimonial, mais la difficulté est réelle puisque, en fait, on pense rétrospectivement, on s'est mis à penser le témoignage, devenu un paradigme et un concept un peu central, hégémonique, voire, on s'est mis à le penser alors qu'il existait depuis longtemps. Il y avait une pratique pluriséculaire polymorphe, mais en tant que concept, en tant que, pour certains genres, il a émergé à partir de ce qu'il est devenu sous l'effet d'une pression historique particulière, sous l'effet de la destructivité politique d'un siècle et dans l'horizon de la modernité occidentale. Donc, ce que Renaud Dulon appelle l'institution naturelle du témoignage, dans son livre sur le témoin oculaire, l'institution naturelle devenue utilisée dans le dispositif juridique et présent aussi dans l'adresse aux dieux, dans les discours religieux, est devenue un instrument historiographique et un objet littéraire en même temps qu'un objet théorique.
Alors, d'autre part, la mémoire est devenue une question de politique publique, une injonction portée par l'État et les institutions au nom d'un idéal humaniste et citoyen de tolérance et de vigilance contre le racisme et l'exclusion. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut parler, ou en tout cas il faut se poser la question d'un échec de cette politique, comme le montre la montée des extrêmes droites dans toute l'Europe. Je n'ai pas le temps de développer ici, on en discutera si vous le voulez, mais en tout cas, c'est la conclusion. Je posais ces questions dans Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, et dans un livre publié récemment, deux sociologues de la mémoire du CNRS, Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, à quoi servent les politiques de mémoire, sont allées dans le même sens, mais de manière beaucoup plus nette que moi. Elles disent, par exemple, la multiplication des actions dans le domaine de la mémoire s'accompagne de l'augmentation du nombre d'électeurs pour le Front National, alors que les politiques de la mémoire avaient précisément, en grande partie pour objet, de contrer la montée du Front National. Et elles critiquent la manière dont les politiques de mémoire s'adressent à un public abstrait, et reconduisent continuellement deux grandes croyances. D'une part, le travail de mémoire permet que le passé ne se répète pas. D'autre part, la mise au jour du pire opère une catharsis apaisante, forcément bonne pour la démocratie et la tolérance citoyenne. Elles évoquent aussi les effets dépolitisants et même désocialisants de l'appel à l'empathie individuelle. Voilà. Alors, ce n'est pas évidemment du tout un réquisitoire contre toute forme de politique de mémoire, mais une invitation à se poser la question de ce qu'on est en train de faire et de l'impact réel de ce qu'on est en train de faire, et je partage ce point de vue. Alors, enfin, la mémoire n'est pas seulement devenue un domaine du langage et de l'action politique, elle s'est instituée aussi au niveau académique. Les études mémorielles, memory studies, se sont développées dans la culture occidentale, surtout en suivant des modèles similaires assez uniformes même. Elles ont certes élargi leur spectre sur le modèle multidirectionnel proposé aux États-Unis par Michael Rothberg et dans l'esprit universalisant des théories de la post-mémoire de Marianne Hirsch. Ces théories plaident une extension mondiale de principes de leurs objets et donc des événements concernés, mais les analyses effectives restent centrées en grande partie sur le monde européen, sur la Shoah essentiellement, très loin derrière sur le Goulag et ensuite sur quelques événements précis, la guerre d'Algérie, les dictatures argentines et chiliennes, le génocide Khmer Rouge, le génocide des Tutsis du Rwanda, ou l'apartheid encore. Donc en fait, un énorme chantier s'ouvre avec ces analyses, qui souvent sont des analyses comparatives, celles des politiques commémoratives, muséographiques aussi, puisque les musées fleurissent, abondent, de l'histoire et de la mémoire, en relation, ici bien sûr, avec les post-colonial studies, mais ces études continuent de nourrir, et j'évoque rapidement ce point qui m'importe beaucoup maintenant, dans Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, un énorme point aveugle avec le Proche-Orient, alors qu'un important corpus de témoignages se développe en accéléré autour du conflit israélo-palestinien, bien sûr, mais aussi de la guerre au Liban, et davantage encore en ce moment, évidemment, depuis l'actualité terrible qui s'y déroule en Syrie. Ce point aveugle est un paradoxe au regard de l'actualité, où la violence fait retour sans qu'on semble avoir les moyens de s'y affronter intellectuellement. On étudie, et même très vite, les conduites mémorielles qui se mettent en place en Europe et aux États-Unis autour des attentats terroristes, mais les imaginaires historiques qui travaillent le monde ou les mondes arabo-musulmans, eux, restent l'affaire de spécialistes de sciences politiques qui, la plupart du temps, ne se penchent pas méthodiquement sur l'historiographie et se posent rarement, voire pas du tout, la question du statut des témoignages, qui plus est du témoignage littéraire. Il me semble qu'il y a un énorme défi critique, un grand travail à accomplir, très compliqué bien sûr, parce qu'il suppose de dépasser certaines divisions à la fois disciplinaires, culturelles, et des divisions qui sont aussi des guerres de mémoire, mais pas seulement des guerres de mémoire. Mais il me semble que c'est très important de poser la question des régimes, de la discontinuité, de l'altérité, des régimes d'historicité et de véridicité dans le rapport en particulier aux religieux. C'est ce que j'appellerais la question du différent mémoriel, en reprenant la notion à Lyotard de différent. Alors, la prise de conscience de ce point aveugle et aussi le choc qu'a représenté pour moi, après tant d'années à travailler à faire un travail de mémoire, comme on dit,
qu'a représenté le bombardement d'Alep en 2016, qui a fait s'effondrer les espoirs du printemps arabe en Syrie, m'ont fait organiser avec des intellectuels et chercheurs syriens un cycle de rencontres en décembre et janvier dernier, qui s'appelait « Syrie à la recherche d'un monde ». Et on y a vu, alors on posait des questions d'histoire politique, mais aussi et de philosophie, la question du monde, comment elle se pose chez les Syriens, parmi ceux qui ont voulu une révolution et qui ont dû raconter en fait une guerre, et pire qu'une guerre. Et on a vu la question du témoignage dans les débats et dans les interventions revenir, et les difficultés, revenir à ce sujet, avec un débat sur le bien fondé de témoigner ou le bien fondé justement de refuser de témoigner, étant donné la pression qui s'exerçait sur les Syriens pour qu'ils témoignent. Donc, et en particulier dans le cadre de gens, les révolutionnaires syriens étaient très attachés à l'idée de dignité, une révolution de la liberté, mais aussi de la dignité. Et cette question de la dignité fait poser autrement la question du rapport au témoignage. Je pense en particulier à celle qui a été la co-organisatrice avec moi de l'essentiel du colloque qui a eu lieu, Nisrine Alzareh, qui a terminé sur cette question de la dignité. Madame Cocchio, je dois vous demander de conclure. C'est une tâche désagréable, je suis désolé. Bon, alors voilà, donc je conclus simplement en disant que ce que j'essaye de faire dans Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, c'est une espèce de radiographie de cette culture à travers les grandes notions de vérité, témoignage, catharsis, sous le signe de la mythologie, mais aussi sous le signe de l'utopie. Et là, le propos critique passe à une autre étape. Je reprends ce mot d'utopie à Ernst Bloch, qui disait qu'un principe espérance anime l'expression des affects les plus sombres, et que, comme je le cite, le désir, les attentes, les espérances requièrent leur herméneutique propre. Et donc, j'essaye de déchiffrer la manière dont ces grandes notions, qui charrient avec elles une longue mémoire, puisqu'elles viennent souvent, elles charrient des contenus qui viennent de l'Antiquité, esthétiques, religieux, juridiques ou médicaux, comme la catharsis, comment elles sont investies de sens nouveaux, de missions nouvelles, et deviennent des énigmes, en fait, des énigmes qu'il faut justement déchiffrer à la manière d'une herméneutique, et je m'interroge sur la fonction de ces grands mythes. Et sur les transferts de sacralité. Alors, j'ai plus le temps d'en parler du tout, mais juste pour terminer là-dessus, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est à la fois de procéder à une sécularisation critique très claire de l'analyse, de la critique des œuvres testimoniales et des faits de mémoire. Sécularisation critique, historicisation radicale, comme le dit Bollack. Mais à la fois, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller fouiller du côté des fondements anthropologiques du témoignage et d'observer ce qu'il en est de la ritualité, de la dimension sacrale, sacramentelle, de l'acte de témoigner, qui touche à la question du vrai, traditionnellement, mais qui ici se déplace de la question du vrai pour toucher à la question de la fidélité à ce que Paul Celan appelait le peuple des morts. Et donc, ma grande question, c'est plutôt que de parler de genre testimonial, c'est de parler d'un acte testimonial qui fait passer par des genres et des formes tout à fait diversifiés, à la mesure, à proportion que le jeu s'impose, y compris pour pouvoir inventer des rites, c'est-à-dire pour se ressaisir de cette dimension sacrale, sacramentelle, mais en instaurant, et c'est aussi pour ça que Hans Blumenberg me sert aussi beaucoup dans cette réflexion sur le sacré et le profane, en réintroduisant la dimension du jeu dans ces pratiques qui ont néanmoins encore un rapport très intime avec le sacré. Voilà, je suis désolée d'avoir dépassé mon temps. Merci beaucoup, Catherine Cocchio. Il nous reste quelques minutes pour quelques questions. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tout de suite une question maintenant. Sinon, je vous en poserai une pour commencer, pour faire un petit peu l'avocat du diable. Vous avez évoqué vos difficultés avec la sacralisation mémorielle. Vous voyez la littérature ou certaines formes comme une espèce d'alternative
cette sacralisation officielle qui irait dans le sens d'une sorte de prise en otage des survivants. Vous avez évoqué à ce propos que c'était un type de pratique qui contribuait par exemple à faire monter le Front National. Est-ce que vous en êtes sûr de ça? Je n'ai pas dit du tout que ça contribuait à faire monter J'ai dit qu'il y avait une concomitance et donc qu'il y avait un échec. Je n'ai pas dit du tout qu'il y avait une responsabilité des politiques de mémoire. Sur l'échec de cette politique de mémoire, est-ce que l'alternative, disons, littéraire que vous posez, dans une certaine manière, ça vous semble convaincant, ça vous semble une vraie alternative? Non, ce n'est pas du tout une alternative, au sens où les registres sont complètement différents. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'on puisse combattre avec les moyens de la littérature contre des phénomènes de cette nature-là, évidemment. Hein. Je suis pas... je pense simplement que moi, de mon point de vue, qui est le point de vue d'une chercheuse et d'une prof, tout ce que je peux faire, c'est m'aménager, moi, un lieu critique où je puisse ne pas avoir honte de ce que je suis en train de faire et où je puisse parler de ces textes sans avoir l'impression d'aller dans un sens que je réprouve. Hein. Que j'appelle culture de la mémoire, c'est parler trop vite. Il y a donc beaucoup de choses différentes à l'intérieur de cette culture, évidemment. Mais c'est justement cette différence que j'ai essayé de clarifier.